Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'absentéisme, cela a un coût pour l'entreprise, on va en parler. Comment faire pour le prévenir? On en parlera avec Sabéa Bouchakour à la direction QVT Prévention Absentéisme chez Dio Siassi. Smart et réglo, le droit, rien que le droit à la liberté de parole dans l'entreprise, bah oui, nous avons une liberté de parole. Quelles sont les limites de cette liberté? On en parlera avec Hélène Daher, elle est avocate spécialisée en droit social. Le cercle RH, la sobriété énergétique. Ceux qui suivent notre émission s'en souviennent, le ministre de la fonction publique avait annoncé ce grand plan de réduction de consommation énergétique avec des agents engagés sur ce sujet. Où en sommes-nous? On en parlera avec deux acteurs de ce dossier qui sont des agents de la fonction publique. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la rénovation énergétique. Tiens, cela fait écho avec notre débat. Secteur dynamique, donc secteur qui recrute. On fera le point avec Mathieu Burin, fondateur de EMEA. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'absentéisme. Oui, c'est un sujet épineux pour les entreprises parce que, évidemment, cela a un coût et cela désorganise évidemment la vie d'une entreprise. On en parle avec Sabéa Bouchakour. Bonjour Sabéa. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de ce sujet. Direction QVT, qualité de vie au travail, prévention, absentéisme. S2H Consulting, qui est une filiale de Dio Siassi, qui est un courtier en assurance. Est-ce que je suis complet dans la présentation? Tout à fait. L'absentéisme, vous avez sous votre bras des chiffres évidemment, et puis on va s'intéresser aux causes et à la manière de les prévenir. D'abord sur les causes de l'absentéisme. Est-ce que vous avez un tableau de bord? Vous avez fait une étude très détaillée avec l'IFOP et quelques acteurs partenaires. Qu'est-ce qui en ressort de cette étude? Tout à fait. Donc avec Romain Ben-David, qui est directeur du pôle corporate de l'IFOP, on souhaitait avoir une étude assez complète qui compilait l'ensemble des statistiques sur la prévention santé, l'absentéisme, en interrogeant les salariés, les dirigeants, les DRH, pour avoir vraiment une vision globale et représentative, parce que, pour être honnête, on était un peu tous les deux agacés par les prises de parole un peu théorique sur le monde du travail. En tout cas non chiffré, non documenté. Donc on souhaitait vraiment disposer d'indicateurs et aussi de partir de ce qu'on constate vraiment sur le terrain dans nos accompagnements auprès d'entreprises sur ces enjeux d'absentéisme. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid ? Il y a eu un effet Covid, donc il y a eu un effet Covid du fait des absences directement liées aux infections Covid et aux cas contacts, mais aussi un effet sur le plus long terme. On a beaucoup parlé d'impact sur la santé mentale et on constate aujourd'hui un allongement de la durée des absences et une augmentation de la typologie d'absences liées aux risques psychosociaux. Qui sont des absences, et ça vous les calculez parce que l'assureur s'intéresse aussi à ces questions. Oui. C'est quoi la durée moyenne pour les absences liées aux pathologies psychiques? Alors, on n'a pas la répartition exacte sur l'ensemble du portefeuille pour les impacts psychiques. Sur l'étude que nous avons menée auprès de salariés, en déclaratif, 14% des personnes ayant été absentes déclaraient que c'était pour des motifs de risques psychosociaux. Alors, basculons. Il y a cette étude qui est une base de données essentielle pour vraiment avoir une photographie de la situation. Et puis votre travail aussi, c'est d'accompagner les entreprises et de faire de la prévention. Oui. C'est compliqué parce qu'il y a un peu un désamour du travail en ce moment. Il y a une perte de sens de collaborateurs. Il y a des doutes. Et parfois, l'absentéisme, en tout cas l'arrêt de travail, c'est une manière aussi de montrer à son manager qu'on n'est pas content. Comment on fait pour prévenir cet absentéisme? Alors, nous, on a plutôt des chiffres qui sont plutôt réduits sur ce que nous déclarent les collaborateurs sur l'absentéisme, qui est véritablement de l'absentéisme de complaisance. Mais on a effectivement beaucoup de lassitude, de fatigue, de stress au travail, qui fait qu'aujourd'hui, on a un rapport au travail qui a changé. C'est-à-dire que... Donc, ça a une incidence sur l'absentéisme? Ça a une incidence sur l'absentéisme, mais ce qu'on rappelle aussi régulièrement, c'est qu'il y a des terminologies qui sont souvent employées.
on dit que les collaborateurs se mettent en arrêt. Il y a un moment donné, c'est un médecin qui arrête un collaborateur. Et en fait, a priori, lorsque tout le monde fait correctement bien les choses... Il y a plutôt un praticien professionnel qui l'a fait. Il y a plutôt un praticien qui doit juger de la légitimité d'un arrêt de travail. Donc nous, on a aujourd'hui, en tant que courtier, des dispositifs de lutte contre la fraude, contre l'absentéisme de complaisance. Il y a des contrôles, etc. Mais il faut aussi rappeler que ça reste minoritaire parce que cette croyance autour de l'absentéisme de complaisance, elle prive parfois d'une ambition autour des actions de prévention et d'analyse de l'organisation du travail. Donc ça, c'est un peu notre combat. Donc votre combat, c'est aussi... Alors, vous mettez de côté, j'imagine, dans votre discussion avec l'entreprise, il y a effectivement des arrêts de maladie de complaisance, ok, mais ça n'obère pas l'idée que vous vous remettiez un peu en question. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans des actions concrètes pour... elle prévient, elle fait quoi? De la prévention santé, elle accompagne au plus près, c'est votre métier, la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Nous, ce qu'on constate, c'est vraiment un décalage entre la hausse de ces arrêts de travail, la dégradation de la sinistralité et le volontarisme des entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui n'a aucune action QVT. Elles ont toutes envie d'aller dans le sens du bien-être des collaborateurs. Le décalage, il est souvent dans la nature des actions. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des actions un peu ponctuelles. On a aussi... Un peu gadget parfois. Un peu gadget. On a aussi un historique où les entreprises se voient proposer une vision un peu ludique de la QVT et on n'est pas suffisamment sur de la prévention primaire, sur une analyse de l'organisation du travail et sur une anticipation de l'impact du travail sur la santé au travail. Est-ce que vous calculez, est-ce que vous avez ces chiffres du coût, j'allais dire global, ou par entreprise, par taille, du coût de l'absentéisme pour une entreprise? Alors, les chiffres qui circulent, ils sont en général de 1 à 2 points de la masse salariale. Ce qui reste important maintenant, on a vraiment des taux qui varient en fonction des métiers, puisque, comme vous le savez, dans certains métiers, un absent peut être compensé par les présents en termes de charge de travail, parfois non. Donc il y a un impact qui est plus ou moins différent sur plus ou moins important sur la productivité. Quand même, est-ce qu'il faut insister, et votre rôle d'assureur et de courtier sur ces sujets-là est important, est-ce qu'il faut accentuer la pédagogie, la discussion avec les entreprises sur ce sujet? Est-ce qu'elles ont bien pris conscience? La QVT, les entreprises ont compris ce que c'était. Est-ce que cette question de l'absentéisme lié à une mauvaise qualité de vie au travail, est-ce que les entreprises l'ont bien intégré, ça? On n'a peut-être pas encore suffisamment aujourd'hui en France une culture de la prévention sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a une culture du pilotage des indicateurs mensuels, trimestriels, et l'absentéisme et la santé au travail, ce ne sont pas des éléments sur lesquels on peut avoir des résultats à très court terme. Donc on parle en ce moment de réforme des retraites, etc. Il faut se dire que la pénibilité du travail au premier jour dans la vie active a un impact sur la capacité à travailler très tard, à plus de 60 ans. Donc c'est vraiment un peu cette vision long terme qui manque de façon générale. Un dernier mot quand même, on a mis de côté un peu rapidement l'absentéisme de complaisance, on l'entend et vous dites c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt, mais il existe. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça a un coût, le manager sait que la personne est potentiellement peu malade ou ne l'était pas parce qu'il y a eu une tension la veille, hop, on sort l'arrêt maladie. C'est quoi? C'est les médecins qui sont responsables? On doit contrôler plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut encore une fois, on ne peut pas remettre en cause la légitimité d'un arrêt. Il y a des contrôles aujourd'hui qui existent. C'est vrai que nous, on préconise plutôt une posture préventive, c'est-à-dire que dès qu'on constate quelques signaux faibles et une situation qui commence à être conflictuelle, de proposer déjà des accompagnements de managers où le manager a les bons réflexes pour proposer des entretiens. Ça, c'est l'arme. Hein. Attention, sinon je me mets en arrêt maladie. Ça, on l'entend. Hein. Ça arrive. Hein. Oui. Mais c'est vrai que la posture du manager, elle est vraiment essentielle. Parce que celui qui va permettre d'éviter vraiment une dégradation de la situation qui mènera à un arrêt maladie, c'est vraiment le manager de proximité. Donc nous, on mise beaucoup sur l'accompagnement des managers de proximité. Merci Sabéa Bouchakour, direction QVT. S2H Consulting, c'est Dio Siassi, vous êtes une spécialiste de cette question de l'absentéisme et puis peut-être se plonger dans le work experience de l'IFOP avec Romain Ben David que vous avez cité, une étude très complète et très compilée des cas, des situations qui permettent d'avoir une photographie de l'absentéisme en France. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit, vous n'allez pas être dépaysé évidemment. La liberté d'expression, oui, nous avons une liberté d'expression, mais elle est limitée évidemment. On en parle tout de suite dans Smart et Réglo.
Smart et Réglo, notre rubrique juridique comme chaque semaine. On parle de la liberté d'expression et on accueille Hélène Daher. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Avocate spécialisée en droit social, c'est votre cabinet. Oui. Et vous êtes spécialiste de ces questions et en particulier de cette notion de liberté d'expression. D'abord, c'est quoi la liberté d'expression dans l'entreprise, évidemment ? Oui. La liberté d'expression, en fait, dans l'entreprise ou en dehors, c'est un droit fondamental. Donc, c'est important de préciser que c'est un droit qui est proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme. Et dans le Code du travail, il n'y a pas forcément ce principe en tant que tel, mais il y a une protection des libertés individuelles. Et le Code du travail nous dit qu'on ne peut pas apporter de restrictions aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché. C'est quand même... Alors, on reste toujours dans la théorie, on viendra peut-être sur des cas pratiques, parce qu'il y a eu des cas de Facebook, de mail, et ça a créé évidemment une procédure. Le droit, c'est un droit qui reste particulièrement protégé. C'est un droit qui est particulièrement protégé, et surtout... La genèse un peu en tout cas en matière de jurisprudence sociale, l'arrêt un peu emblématique, c'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Claveau, qui date de 88, donc ça remonte un petit peu. Et c'est le nom d'un ouvrier dans une usine de caoutchouc qui s'était penché dans la presse sur ses conditions de travail et qui s'était fait licencier pour faute grave. Et à cette occasion-là, la Cour de cassation a vraiment, depuis cet arrêt, la Cour de cassation garantit que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors d'une liberté d'expression dont la limite est constituée par l'abus de la liberté d'expression. Donc cet ouvrier, on l'entend, il est d'abord licencié, mais réintégré, entre guillemets, et indemnisé, puisqu'en fait, la Cour a considéré qu'il avait le droit de s'exprimer dans la presse. Exactement. Donc, sauf abus. En fait, elle met vraiment la limite de l'abus. Et c'est tout à fait important ce que vous dites, parce que justement, la question, c'est quelle est la sanction en cas d'abus de la liberté d'expression par l'employeur ? Et c'est pour ça qu'il y a c'est un thème il y a une recrudescence de débats à ce sujet. Moi, je vois de plus en plus de débats là-dessus dans les contentieux prud'homaux que j'ai à traiter, parce que, notamment depuis 2022, en fait, parce qu'on a surtout un arrêt de 2022 de la Cour de cassation qui a annulé un licenciement au titre de la violation de la liberté d'expression. Et pourquoi c'est important ? C'est que lorsque le licenciement est nul, il échappe au barème Macron d'indemnisation qui est censé normalement encadrer les dommages et intérêts. Et ça dérégule les dommages et intérêts. Donc ça déplafonne. Ça déplafonne. Exact. Le montant des dommages et intérêts potentiels. Donc ça, c'était en février 22. Et qui fait jurisprudence. Utilisé par les avocats. Exactement. Depuis. Le cas, vous pouvez nous le citer ? C'était quoi C'était un salarié qui était un ingénieur technique et qui s'était plaint de problèmes de sécurité dans l'entreprise. Voilà. Donc en fait, c'est souvent d'ailleurs les cas, les cas d'annulation, c'est quand ce sont des salariés qui finalement font remonter des points. Enfin, ils estiment qu'eux, ils font remonter des points. Comme des lanceurs d'alerte, puisqu'on vient frôler. Alors, arrivons aux limites de cette liberté d'expression, parce qu'on voit que c'est une liberté fondamentale. Nous avons donc une liberté d'expression dans la vie et donc de fait transposée à l'entreprise, mais il y a quand même quelques limites à cette liberté d'expression. Quelles sont ces limites ? La limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'abus. Donc, comment est-ce qu'on détermine l'abus ? C'est ça. En fait, en gros, schématiquement, il y a une grille de lecture à 3 entrées. Les juges vont regarder la teneur des propos, évidemment, quels sont les propos tenus. L'injure. Voilà, typiquement l'injure. Ouais, classique. Ils vont regarder le contexte et ils vont regarder l'impact. Donc, il y a 3 gros types de propos. Les limites, l'abus, c'est quand les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Et ensuite, c'est un peu au cas par cas. Alors, il y a des choses parfois surprenantes. L'injure, c'est pas forcément celle qu'on imagine. Donc, par exemple, tronche de cake, ça a été considéré comme étant une insulte. C'est un exemple, voilà. À l'inverse, il y a le propos diffamatoire, ça dépend si le salarié avait raison ou pas. Donc ça, on a l'habitude de ça. Et dans le contexte, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et dans le contexte dans lequel ça intervient, ce qu'on va regarder également aussi, c'est un petit peu la publicité. C'est-à-dire qu'un propos qui va être tenu dans un cadre restreint au sein de l'entreprise... Ou diffusé sur les réseaux sociaux. Ne va pas être apprécié de la même manière. Est-ce que, et ça c'est un élément important par rapport aux employeurs, est-ce qu'il peut encadrer cette liberté d'expression ? Je pense qu'il y a des cas précis, un cadre, un mandataire social, un cadre dirigeant, et j'allais même presque dire un syndicaliste membre d'un conseil d'administration, par exemple, puisqu'il y a des syndicalistes qui sont dans les conseils. Est-ce qu'eux, ils ont quand même leur liberté d'expression est limitée quand même ? Alors, quand on est sur le droit syndical, il y a quand même évidemment, on tombe dans un autre registre. Mais pour répondre à votre question sur le cadre, par exemple,
En fait, il y a une particularité chez les cadres de direction. À la fois, il y a une grande liberté d'expression dans un cercle restreint, comme je disais tout à l'heure, auprès de la hiérarchie, par exemple, ou auprès de ses pairs. C'est presque, parfois même eux vont considérer que c'est presque leur devoir que de s'exprimer sur la stratégie de la société. Oui, parce que ça fait avancer la boîte. Ça fait avancer la boîte. Ils sont là pour ça aussi, et voilà. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend du contexte. Dans un contexte fermé, d'un comité de direction, ça passe. etc., ça passe. Non, en principe, sauf propos excessifs. Mais il reçoit un média de presse écrite assis sur un canapé et il se répand en disant la même chose que ce qu'il avait dit dans un espace restreint. Là, il se met en danger. Il se met potentiellement en danger. Après, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de la teneur des propos. En revanche, ce qui est sûr, c'est que s'il le fait auprès de ses subordonnés, là, à l'inverse, il y a une obligation de réserve renforcée. C'est-à-dire qu'il est quand même censé, même s'il n'est pas d'accord, à un moment donné, la décision de l'entreprise est là. Il peut avoir exprimé auprès de sa hiérarchie qu'il n'était pas d'accord, mais quand elle a été prise, il doit la soutenir, en fait. Un dernier mot, il nous reste peu de temps, et j'en suis désolé, Hélène. Quand même, il y a quand même des cas d'abus avérés de salariés, et on en revient toujours, et là c'est la nouveauté, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on évoque bien avec vous depuis tout à l'heure le cadre restreint de la diffusion très large dans un tweet, une page Facebook. On est d'accord, ça c'est le nouvel enjeu. Oui, c'est tout à fait le Et l'employeur est très vigilant à ça. Oui, l'employeur est très vigilant. Après, la question c'est, est-ce que je parle de ma boîte ou est-ce que je tiens des propos sur ma boîte, je critique ma boîte dans un forum public, donc ça peut être réseau social ouvert par exemple. Si les propos sont excessifs, je peux être sanctionné. Après, la question c'est aussi, je parle de mes opinions dans ma vie privée, et là c'est concrètement la jurisprudence John Galliano, très honnêtement, c'est tout simplement ça. Et là, la limite de la liberté d'expression, donc je parle même pas de ma boîte, mais je parle de mes opinions, la limite c'est est-ce que ça crée un trouble objectif dans la société, est-ce qu'il y a des répercussions potentielles. L'entreprise est en droit de se poser la question. Voilà, après ça dépend qui les a tenus. Évidemment, quand c'est John Galliano, c'est évidemment un problème, et ça va, donc c'est vraiment la. Des propos volés d'ailleurs. Oui, des propos, exactement. Mais à l'heure des photos volées, il faut vraiment se poser la question. Mais je veux dire, il y a l'interview qu'on fait officiellement et on tient des propos qui sont limites, mais dans le cas précis Galliano, c'était des propos qui avaient été happés de mémoire à la terrasse d'un café. Complètement, c'était exactement ça. Et en fait, la Cour de cassation a considéré, à l'époque, c'était le Conseil de prud'homme et Cour d'appel, avait considéré qu'il y avait un trouble objectif dans l'entreprise. Donc c'est un droit, une liberté garantie, mais on le voit à travers vous, chaque cas est très particulier et il faut l'analyser à l'aune des propos tenus, dont tranche de cake, qui peut être une insulte. Gardez-le bien en tête. Merci Hélène Daher. Avec plaisir. Avocate spécialisée en droit social. Merci de nous avoir rendu visite. C'est, je crois, votre première chronique. On était ravis de vous accueillir sur notre plateau. On fait une courte pause et on va s'intéresser aux questions énergétiques, évidemment, réduire notre consommation énergétique. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour la fonction publique. Le ministre, d'ailleurs, était venu sur notre plateau nous annoncer un grand plan de réduction de la consommation et même de rénovation des bâtiments, parce que l'enjeu, évidemment, c'est de réduire notre consommation. Eh bien, on va en parler, évidemment, pour savoir où en est ce plan, comment sont impliqués les agents de la fonction publique, et on fait le point avec deux expertes d'ailleurs, de ce sujet. Juste après la pause, évidemment, c'est le cercle RH. Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour. Sobriété énergétique. Qu'on en a parlé. Alors là, les choses se sont un tout petit peu tassées, puisqu'on nous dit qu'il n'y aura peut-être pas de coupure de courant. Encore qu'il fait très froid. On va parler de la sobriété énergétique dans la fonction publique, c'est-à-dire très concrètement pour tous ceux qui travaillent dans des collectivités, dans la fonction publique d'État. Et on va en parler. Le ministre était venu nous faire un point très détaillé sur notre plateau, le ministre de la fonction publique, pour nous annoncer la création d'ambassadeurs, presque d'experts qui allaient venir expertiser les bâtiments publics et accompagner aussi des agents publics pour plus de sobriété. Où en sommes-nous ? On va en savoir plus dans quelques instants avec mes invités. Émilie Agnew, merci d'être là. Vous êtes directrice générale adjointe de collectivité, ça c'est votre métier, votre fonction, et cofondatrice de le sens du service public. Vous nous expliquerez aussi ce que vous faites exactement, parce qu'il y a focus sur évidemment l'énergie, mais c'est évidemment un think tank prospectif beaucoup plus large. Et Lucila Modébélu, bonjour Lucila, présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du XXIe siècle, mais je ne sais pas combien de fois je vais dire fonction publique dans l'émission. Vous étiez venu sur notre plateau nous parler de vos engagements aussi sur un autre sujet. D'abord, un petit mot, Émilie, qu'on comprenne bien l'objet de ce think tank. Je sais que vous vous connaissez bien et que sur ce sujet,
sujet-là, vous travaillez la main dans la main. L'esprit d'un think tank, c'est quoi? C'est que ça ne vienne pas d'en haut, mais que l'ensemble des agents, des cadres, soient impliqués dans la stratégie de la fonction publique, au-delà même des enjeux d'énergie. Oui, tout à fait. Si nous avons souhaité créer ce collectif avec des agents publics de toutes les fonctions publiques, puisque vous savez que la fonction publique est extrêmement diverse, c'est 6 millions d'agents publics qui touchent l'ensemble des Françaises et des Français, donc avec des leviers d'action extrêmement importants. Donc si on a souhaité créer ce think tank, c'est justement d'abord parce qu'on était des acteurs publics, on agit sur le terrain, mais surtout parce qu'on voulait pousser dans le débat public un certain nombre de thématiques, d'enjeux, de propositions, valoriser les actions de nos administrations et puis accélérer le mouvement parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une accélération de la crise écologique, énergétique et donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer ce collectif pour participer à cette dynamique-là. Lucilla Modé-Bellu, le studio est à 19 degrés puisque je crois que vous avez vérifié avant d'entrer et j'ai revérifié, on est bien à 19 degrés, ça vous fait sourire mais ça avait été une des premières annonces un peu médiatiques sur tout le monde va devoir se mettre à 19 degrés. Et déjà à l'époque, des syndicats avaient dit mais des agents vont avoir froid, ceux qui sont en situation postée, je pense des agents de service public dans les mairies, dans les collectivités, évidemment quand on ne bouge pas, on a froid. Enfin, toutes ces questions-là étaient posées. Est-ce que ces questions sont résolues? Est-ce que l'engagement, parce qu'il faut vraiment que tous les acteurs s'engagent, est-ce que tout le monde a joué le jeu ou est-ce qu'il y a eu des freins, des difficultés? Comment vous regardez ce sujet? Alors, tout à fait. Alors, juste avant de venir, pour l'anecdote, j'ai eu une discussion avec des jeunes agents qui, justement, me disaient qu'il faisait 16 degrés dans les bureaux. 16 degrés 16 à 19 degrés dans les bureaux. Ils faisaient un gros effort, eux. Voilà, parfois. Et que ça va un petit peu à contresens avec la nécessité de rendre plus attractive notre fonction publique. Et c'est pour ça aussi qu'à FP21, lorsqu'on s'interroge sur le sujet sobriété, écologie, on se dit, voilà, comment on dépasse juste les démarches individuelles, bien que les éco-gestes, les sensibilisations à la démarche individuelle chacun, les mobilité durable, prendre son vélo plutôt que sa voiture, c'est important. Mais comment on remet ce sujet-là dans une approche systémique, c'est-à-dire une prise de conscience plus large, former les agents sur le terrain, les sensibiliser à un modèle de société plus durable. Concrètement, qu'est-ce que vous faites respectivement toutes les deux? Vous pouvez réfléchir pendant que je pose la question à Émilie, mais d'un point de vue concret, parce que vous êtes engagés, vous êtes tous les jours dans une collectivité territoriale, vous faites des réunions, vous croisez des agents de toutes les catégories. Est-ce que vous avez un discours de pédagogie? Et on parlera ensuite des bâtis, parce qu'il y a un vrai enjeu sur le bâti, la fameuse rénovation énergétique. Mais sur la relation aux agents, est-ce que vous avez senti que les jeunes étaient plus engagés que la vieille garde? Ou est-ce que tout le monde s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un effort et on va le faire? Oui, moi je trouve qu'il y a eu une très grande compréhension du contexte à la fois conjoncturel, on sait qu'il y a une crise en Europe, il y a une crise énergétique, mais aussi du contexte plus structurel dans lequel nous sommes, alors du fait bien évidemment de l'été qu'on vient de vivre et qui n'était pas le premier, mais aussi... un des plus intenses. Tout à fait, mais aussi parce qu'on voit qu'on est dans une phase de transition où finalement nos modèles de société, d'action publique qui étaient fondées sur certaines énergies, le gaz, le pétrole, et bien aujourd'hui nous posent des problématiques écologiques, nous posent des problématiques de souveraineté, et donc ça en tant qu'acteur public ça nous interroge. Et donc il y a aussi le sentiment parmi les agents publics de se dire qu'eux ils ont des leviers, alors à titre citoyen, y compris en dehors de leur activité professionnelle, mais aussi ils ont envie d'investir cela dans leur champ professionnel. Et c'est toute la question de savoir est-ce qu'on fait reposer ça juste sur la libre initiative des individus ou est-ce qu'on l'organise collectivement à l'échelle de la société, absolument. Voilà. Et une dynamique. Et au sein des administrations. Et tout en étant aussi au clair sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus, qui sont déjà engagés. Il y a des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie d'agir et donc il faut leur donner ce cadre pour agir. Et puis, il y a encore des gens qui peuvent douter, manquer d'informations. J'ai presque envie de dire climato-sceptique, parce que... Non, mais il faut poser la question. Il y a bien des gens qui vont vous dire, écoutez, ça suffit, le climat, on en a ras-le-bol. Est-ce que ça, vous l'avez entendu? Vous avez des agents qui vous disent qu'on est à 16 degrés, et donc les conditions de travail sont quand même difficiles. Mais est-ce qu'il y a comme ça une forme de, pour certains évidemment, ou minoritaires, mais de climato-sceptique? Alors, je dirais que pour la jeune génération, en tout cas, la quête d'emploi va avec la quête de sens. Ça, c'est la jeune génération. Voilà, oui, voilà, en règle générale. Et donc, arriver dans une démarche d'écologie, de développement durable, ça rejoint la quête de sens. Alors, sur le climato-sceptique, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il peut y avoir des paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la sobriété et en même temps, on peut avoir des comportements très individualistes, de la consommation, le tout de suite.
Et ça, c'est un paradoxe qui est incarné par la jeune génération. Et ça l'affiche mal dans la fonction publique. On a même presque l'impression qu'elle doit être plus exemplaire que les autres parce qu'elle pilote des ministères, elle engage des politiques publiques dans les préfectures, elle finance des actions d'écologie dans des régions ou des départements. Et évidemment, on se dit parfois, tiens, c'est la fonction publique qui est peut-être un peu en retard. Non, je ne sais pas, je ne veux pas critiquer. Vous êtes d'accord, Émilie ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce décalage ? Alors, il peut y avoir des décalages. On l'entend souvent. Hein. Ouais, il peut y avoir des décalages de perception. Alors, je voulais réagir sur votre question. Je vais aussi vous répondre à celle-là. Parce qu'il faut bien distinguer effectivement ceux qui ont des doutes, qui peuvent être climato-sceptiques. L'ADEME a estimé qu'il y a environ 18 personnes de la population qui déclarent que le changement climatique est un phénomène naturel qui a toujours existé. 18%. Oui, de la population. Oui, parce que vous avez dit 18 personnes, ce qui reste assez peu. Excusez-moi. 18%, ce qui est un peu plus. Oui, l'enjeu est un peu plus. Parce que 18, auquel cas on n'en parlait pas. Donc il y a cela, mais il y a aussi, par exemple, dans le baromètre francilien de l'Institut Paris Région, on nous dit que 42% des franciliens ne se considèrent pas assez informés. C'est pas qu'ils sont forcément climato-sceptiques, c'est qu'ils manquent d'informations, alors soit sur les causes, soit sur les conséquences, soit sur les leviers d'action. Et ce qui est aussi intéressant dans ce baromètre-là, et c'est pour boucler avec votre deuxième question sur le sujet, c'est qu'ils ont sur l'exemplarité de la fonction publique. Deux types de questions. Ils ont posé la question qui agit le plus pour résoudre le problème de changement climatique, et ils ont estimé majoritairement que c'était plutôt les citoyens, les associations, et que l'État et les collectivités n'en faisaient pas suffisamment, alors qu'ils estimaient que les leviers les plus efficaces pour résoudre le problème, ce seraient bien évidemment les citoyens, mais aussi les États. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup dans les administrations, on doit être exemplaire, parce qu'on a des... Vous devez montrer l'exemple. Parce qu'il faut être cohérent, effectivement, avec ce qu'on promeut, mais parfois, entre la perception qu'on peut avoir, nous, à l'intérieur des administrations, et la perception qu'en ont les habitants, il peut y avoir un hiatus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à travailler sur ces usages et sur ces effets de perception, et aussi accélérer la dynamique pour faire en sorte qu'on ait davantage de leviers pour pouvoir agir sur ces sujets-là. Une dernière partie de l'émission, elle est importante, les bâtis. Quand on voit des préfectures, alors je ne parle pas forcément des conseils régionaux, départementaux, qui sont plutôt des bâtiments récents, construits dans les années 90, mais je parle des vieux bâtiments administratifs qui sont des passoires énergétiques, où on demande aux agents de mettre le chauffage à 19, mais en fait on n'arrive pas à chauffer à 19 au final. Est-ce qu'il y a une difficulté ? Est-ce que ces fameux ambassadeurs créés par le ministre, qui étaient des agents un peu techniques, venant faire d'abord un audit de la situation, est-ce que vous les avez rencontrés ? Est-ce qu'ils existent ? Et est-ce qu'on est en train d'aller un peu plus vite que dans le privé sur la rénovation énergétique ? Parce que ça marche pas très très bien, la rénovation énergétique. Alors, vous les avez vus, les ambassadeurs, vous ? Oui, ils existent. Il y a une démarche qui existe aussi de recrutement justement de compétences techniques sur la sobriété énergétique et notamment la rénovation des bâtis, puisque ça demande des compétences techniques avec tout ce qui va avec, notamment sur la commande publique, les marchés publics. Quand on pense aussi à l'énergie, à l'achat de l'énergie, de l'électricité, du gaz, etc., il y a beaucoup de compétences techniques pour respecter les critères qui sont aujourd'hui définis. Donc ça existe, c'est en marche. Ce que je dirais par rapport aussi à ça, c'est que il faut peut-être avoir conscience que plus la technicité grandit et plus il va y avoir une opacité par rapport à la compréhension des décisions que peuvent en avoir les agents publics. Et il faut arriver, à trouver le juste milieu entre je comprends un peu moins bien les décisions et en même temps on poursuit un but qui est plus large qui est et je m'autorise et on me contraint à avoir 17 et mettre une couverture sur les genoux parce que c'est la réalité, je dirais, de l'agent catégorie CD qui est vraiment là au contact. Parfois, il grogne un peu. Il est peut-être allé dans la rue d'ailleurs au passage pour faire grève puisqu'on est dans un mouvement social. Essayons de disrupter. Est-ce que vous poussez, vous, association, aussi de jeunes engagés dans la fonction publique, parce que vous êtes finalement la relève, de se dire, mais arrêtons les règles administratives, bureaucratiques, mettons des panneaux solaires sur nos toits, mettons une éolienne dans la cour de mon administration, inventons. Est-ce que vous en êtes là ? Parce que quand on voit les administrations, ce sont des passoires. Les fenêtres, pour certaines, sont des années de 1970. Est-ce que vous êtes en phase avec cette idée-là, de se dire, allons plus loin encore ? Je vous ai vu dire oui de la tête, mais... Oui, même plus que de la tête, parce qu'en fait, il y a
il y a un vrai sport national en France, il faut qu'on se le dise, c'est de taper sur les dépenses publiques, sur le nombre d'agents publics. Et là, on voit que c'est en total décalage avec les besoins d'investissement humain et les besoins d'investissement financier qu'il faut justement pour rénover les bâtiments, pour investir dans des matériaux basse consommation, pour former l'ensemble des agents, parce qu'il ne faut pas qu'on ait juste des référents ponctuellement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'ensemble des agents publics puissent se saisir de ces questions-là. Et donc, ça veut dire des formations, bien évidemment, des formations, pas uniquement des sensibilisations, mais vraiment aller dans le détail de la technique, parce que ça se passe dans les usages du quotidien. Et ça suppose aussi d'aller chercher de la ressource à l'extérieur, de nouer des partenariats avec des chercheurs, avec des universités, parce qu'on est sur des sujets extrêmement complexes qui évoluent de manière. Ce que j'évoque, le panneau solaire sur un toit d'une administration, pas besoin d'un ingénieur, on sait le planter. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. D'un point de vue administratif, vous n'avez pas le droit pour l'instant. Enfin, j'ai pas vu de panneau solaire. Et puis, c'est des investissements lourds. Ça, c'est vrai. Donc, il faut aussi que socialement, on soit en capacité d'accepter ça, de se dire quels sont les besoins, quels sont les objectifs, est-ce qu'on est prêt réellement à investir. Vous parliez des bâtiments publics tout à l'heure, mais il y a aussi la question des piscines qui s'est beaucoup posée. Les piscines, on les ferme ou on les met à 18 ? On le sait peu, mais finalement, les piscines publiques, ça coûte pas très cher, le ticket d'entrée pour les usagers. C'est vrai. Voilà, ça fait partie des valeurs d'un service public. Mais ça peut coûter jusqu'à 15% de la facture d'énergie d'une collectivité de plus de 50 000 habitants. Et c'est énorme. Vous imaginez sur une année comme celle-là les enjeux qu'il peut y avoir budgétaires. Et donc, ça nous pousse effectivement à mettre des panneaux solaires, à réutiliser les eaux usées, à concevoir différemment les bassins, à mettre des bassins extérieurs là où avant on mettait peut-être davantage de bassins chauffés. Ça nous re-questionne complètement dans nos manières de faire. Lucilla, est-ce qu'il faut disrupter ? Est-ce que vous êtes des actrices associatives engagées ? Vous aiguillonnez finalement les acteurs de la fonction publique. Est-ce que vous dites allons un peu plus loin ? Parce qu'au rythme où on n'y va pas assez vite. Oui, ça revient à repenser les écosystèmes, donc à aller dans une approche d'écosystème, de nouveaux modèles. Et notamment, il y a l'innovation sociale. FP21 avait travaillé sur les projets d'innovation sociale qui peuvent être conduits dans les administrations, qui existent, et qui justement, on propose une solution qui n'est pas forcément, qui répond à un problème qui n'est pas forcément résolu actuellement, et qui permet de mobiliser des leviers un petit peu dérogatoires pour pouvoir mettre en place panneaux solaires, des réponses à, par exemple, je pense à autre sujet, mais la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui est une maison des femmes qui permet d'accueillir, par exemple, des personnes, des victimes de violences conjugales. L'hôpital travaille en lien avec l'éducation, la justice. Oui, je n'ai pas situé, vous travaillez dans un hôpital, me semble-t-il. Voilà. Je ne vais pas repréciser le... Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que aussi, toute cette démarche de sobriété énergétique, ce n'est pas qu'une question de facture d'électricité, c'est aussi une question de quel est le monde que l'on veut pour demain, avec les questions de justice sociale. L'écologie et le social sont souvent intimement liés. Exactement. C'est vrai. Le ministre quand même s'enorgueillit, sobriété énergétique, l'État en avance sur sa feuille de route, on a envie de dire tant mieux, et la consommation d'électricité de l'administration, ça c'est le chiffre global, a reculé de 8,3%. Vous y êtes pour quelque chose un petit peu ou pas ? Vous faites partie des relais, des ambassadeurs. Vous n'avez pas fait de diagnostic technique, mais vous avez été sur le terrain, j'imagine, avec tout votre réseau, pour dire il faut y aller. Vous y êtes pour quelque chose dans tout ça ? Alors, bien évidemment, on y a contribué modestement, puisqu'on avait fait des propositions à l'époque au ministre de la fonction publique. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectifs qui se mobilisent sur ces questions. Je pense au LIER, qui vient de produire aussi une note sur l'hôpital à l'heure de la transition écologique. Je pense aussi au collectif Une fonction publique pour la transition écologique. Donc, on est beaucoup à pousser dans ce sens-là, à faire des propositions, ça vient du terrain, quoi. Voilà, dans nos administrations, à relayer la parole de nos agents. Nous, on a poussé d'autres propositions, par exemple, de mobiliser les pouvoirs de police du maire, parce que vous savez que cette forme de dissonance cognitive ou d'incohérence, où d'un côté, on demande à des gens de faire des efforts, et où on continue de voir des terrasses chauffées, des panneaux lumineux qui ne sont pas forcément indispensables. On peut avoir des leviers de travail sur aussi la sobriété numérique. Donc forcément, ces actions y contribuent. Alors, il faut dire aussi qu'on a joué d'un climat qui était anormalement doux. Oui, exactement. Donc ça a aussi sauf depuis quelques jours, mais on a eu des températures anormalement élevées. Mais bien évidemment que là, c'est un mouvement de fond qu'on a engagé et qu'il faut renforcer, qu'il faut accélérer, en agissant sur tous les leviers. La contrainte, l'aide, l'accompagnement, l'incitation, l'information, les partenariats. C'est réhabiliter la puissance publique pour faire en sorte qu'on arrive à mobiliser une véritable dynamique sociale, et quand même en
ayant aussi en tête que le sens du service public, c'est aussi l'égalité d'accès au service public, la continuité du service public, et donc aussi ces impératifs écologiques doivent être conciliés à ces questions-là. Et je pense par exemple à la question du télétravail. Oui. Ça peut permettre... Enfin, je pensais que vous alliez me parler de la numérisation, excusez-moi. Avec des agents qui vous disent, enfin des Français qui vous disent, moi je veux bien numériser pour ne pas prendre ma voiture, mais j'arrive pas à accéder au site. Enfin, vous voyez, ce débat qui est posé aussi aux agents de la fonction publique. Et le télétravail, vous le soutenez, j'imagine? Alors, on soutient le télétravail et en même temps, on dit attention parce qu'il ne faudrait pas que ça conduise à éloigner davantage les agents publics du terrain et le service public des usagers. C'est vrai, mais je pense aux régions qui parfois qui sont très 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 étendues, Aquitaine, enfin cette grande région, c'est pratique pour des agents de pouvoir continuer à assurer assurer le service public. Un dernier mot. Oui, en interne, ce qui est important aussi en interne en termes de management, c'est de pouvoir permettre justement la transformation. Par exemple, sur la sobriété énergétique, sur le tri des déchets. On dit nouveau tri des déchets, mettre en place des filières, faire attention à ce qu'on jette, etc. Mais souvent, on est sur le côté technique et on ignore le pouvoir d'influence qu'il faut pour mener des transformations écologiques, énergétiques. Il faut aller jouer sur les collectivités, en interne, en externe, avec la mairie, avec les entreprises privées. Et ça nécessite de recruter des compétences qui est un pouvoir d'influence, qui est une compétence relationnelle et qui est un esprit ouvert, innovant et qui puisse proposer des choses. Que ce soit pas dans la rupture, mais dans le dialogue. Donc, en employeur public, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à repérer ces compétences-là dès le recrutement et surtout à les encourager à les valoriser en interne. Et ça, la jeune génération est très attachée à ça. Fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, représentée sur ce plateau pour nous accompagner, pour nous éclairer sur les actions menées par la base aussi. Tout ne vient pas d'en haut. Merci à vous, Émilie Agnew, directrice générale adjointe de collectivité, côté de Créteil, pour ne pas le citer, cofondatrice du Le Sens du Service Public, avec beaucoup d'actions. Il y a un site internet à aller voir. Et Lucilla Modé-Bellu, présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du XXIe siècle. Merci à vous deux, mesdames. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du recrutement, et notamment du recrutement, dans la rénovation énergétique. Oui, on embauche. Fenêtre sur l'emploi pour parler, on vient de l'évoquer dans notre débat, fonction publique, rénovation énergétique, c'est souvent un casse-tête pour les particuliers mais aussi pour les entreprises et on en parle avec Mathieu Burin, vous êtes le fondateur d'EMEA, qui est votre société. Expliquez-nous, parce que vous avez deux business autour de cela et dont un qui est en plein boom, parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique et on n'a jamais été autant démunis que pour rénover nos bâtiments. Ça, vous le constatez, ça, c'est une galère. Nous, on avait le constat quand on a lancé la boîte il y a un peu plus de 7 ans maintenant, c'était qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux quand il souhaite être accompagné. Donc ça, c'était le constat il y a 7 ans. Je pense qu'il est quasiment toujours aussi vrai. Et le maquis d'aide et l'incompréhension liée à cette rénovation énergétique, elle n'a fait que s'amplifier. Et donc le constat, c'est quoi? On a deux briques de business. Le premier, c'est on est capable d'accompagner les particuliers de A à Z dans leur projet. Donc on a une phase conception avec des architectes. On a une phase consultation d'entreprise. Tout est intégré. Tout est intégré. Alors, vous n'avez rien à faire, quoi. Globalement... Alors, ce serait mentir de dire ça. C'est de la gestion de projet. Donc en fait, il faut sélectionner les entrepreneurs, sélectionner les matériaux. Mais en fait, grosso modo... Non, je parlais du particulier. Globalement, vous gérez On est le tiers de confiance et on est la personne qui coordonne tous les acteurs. Donc ça, j'accompagne de A à Z, je simplifie l'expérience et en effet, je mets à disposition tous les services dans le particulier. Donc nous, on est vraiment sur des particuliers. Notre panier moyen, il est autour de 50 000 €. On fait des travaux résidentiels, appartements, maisons, un petit peu partout en France. Et donc on accompagne, on simplifie l'expérience côté particulier. Sur ce business-là, est-ce que, avant de parler ensuite de l'autre proposition que vous allez nous présenter, est-ce que vous avez déjà des galères de recrutement sur ce secteur ? En fait, est-ce que c'est compliqué? On est sur un modèle qui est assez simple. Notre proposition de valeur, c'est j'accompagne le particulier de A à Z, mais en fait, j'accompagne aussi l'entrepreneur de A à Z pour le rendre plus efficace, plus productif. Et donc, finalement, on arrive à avoir une création de valeur toute la valeur que je crée côté particulier, en fait, c'est de la simplification et de l'accompagnement côté entrepreneur. Je prends un exemple concret. Quand j'ai besoin d'avoir des devis qui sont le plus clairs, le plus détaillés, et bien, on est capable de faire les projets, donc les avant-projets sommaires, les chiffrages. Et donc, tout le travail qu'on fait pour le consommateur
consommateur, en fait, l'entrepreneur, il repart du devis directement. Donc, c'est 2-3 heures déjà économisées. Et donc ça, ces sommes d'étapes qu'on rajoute, c'est une expérience qui est beaucoup plus simple, à la fois pour le particulier. Parce que c'est lourd pour l'entrepreneur. Hein, parce que si vous prestatez à l'entrepreneur Mais en fait, les entrepreneurs, ils ont pas le temps. Exactement, ils n'ont pas le temps et ils ont de l'or dans les mains. Gérer l'administratif, les paperasses et tous les sujets connexes. Ça, vous leur prenez aussi. Donc ça, c'est aimé à kiffer. Oui, donc en fait, vous créez aussi une fidélité de ces entrepreneurs qui se disent, après tout, moi, je suis focus sur ce que je sais faire, de la réno. Et c'est ce qui nous permet en fait de travailler avec les meilleurs, parce que nous, on va avoir des travaux tous les mois. En fait, faut nous voir comme un cabinet d'architecture et de rénovation. Donc on a un cabinet, donc on a des clients particuliers qu'on accompagne dans leur projet. Mais en fait, on a surtout un réseau d'entrepreneurs de qualité avec lesquels on travaille de façon récurrente. Et donc, comme ils bossent bien, comme ils sont bien outillés, avec tous les outils qu'on leur met à disposition, on est capable d'être dans la durée avec une super satisfaction. Chez EMEA, on est à plus de 95% de satisfaction, là où le marché, je vous ai dit tout à l'heure, on est plutôt à 50%. Alors, sur la rénovation énergétique, pour terminer notre échange sur ce sujet, il y a les idées de rénovation, c'est-à-dire d'amélioration, presque de décoration. Ça, j'allais dire, c'est classique. Oui. Mais il y a aujourd'hui une très forte demande avec la hausse, évidemment, du prix de l'énergie, de clients qui vous disent, moi, il faut vraiment m'isoler le truc. Alors, qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche là? Alors nous, depuis 7 ans, nous, on n'est pas spécialisé uniquement sur la rénovation énergétique, on fait ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Alors ce terme-là, on l'a beaucoup entendu en 2021-2022, c'est je ne fais pas juste une pompe à chaleur ou juste une isolation de combles, c'est je regarde mon bâti en entier, et donc par exemple, si je décide d'isoler les combles, en fait, je vais faire une pièce à vivre. Donc je vais avoir une valeur verte du logement, puisque je vais isoler, je vais réduire mon DPE, donc je vais permettre de toujours le louer ou le vendre, mais par contre, je vais aussi avoir des surfaces et des mètres carrés en plus. Et donc nous, on a toujours été sur cette approche globale. Une vision globale. Exactement, un bouquet de travaux. Je fais les sujets de rénovation énergétique, mais intelligemment, pas qu'une pompe à chaleur, parce que si je fais une pompe à chaleur mais que c'est pas isolé, ça sert à rien. Si je change pas les fenêtres, ça sert à rien, on est d'accord. Si j'isole pas, premièrement, et les fenêtres, grosso modo, ça sert à rien. Donc je fais la globalité, et en plus, je vais mettre un Velux pour avoir plus de lumière, je vais mettre une petite kitchenette ou une pièce d'eau, et donc mes combles, ça devient une pièce à vivre pour mes enfants. Et je donne de la valeur aussi au bâti. Et donc nous, on a toujours été dans cette approche-là complète d'accompagnement sur, je fais pas une seule chose, je prends c'est de la gestion de projet complète et globale. Un mot sur les outils, les matériaux, parce que là, le consommateur s'y perd, et l'artisan dit, moi, on me fait des demandes d'utilisation de matériaux, mais je l'ai pas, je sais pas le travailler, j'ai pas la compétence. Est-ce qu'on est toujours sur la laine de verre? Est-ce qu'on se dit les choses cachent? Ça change. La complexité, c'est qu'en fait, il y a des fabricants de matériaux qui font des choses super. Mais en fait, il y a des centaines de milliers de références. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est qu'il faut expliquer. Il faut bien se rappeler, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est formidable, qui a de l'or dans les mains et qui est un énorme bosseur. Les mecs, ils se lèvent à 5h ou 6h pour aller faire leur chantier. Et nous, on constate, tous les devis, ils le font entre 22h et 3h du mat. Donc, il y a un moment, leur journée, elle est pas extensible. Et donc, il va falloir les aider, les accompagner. Et tout ça, il y a de la techno. Donc, sur des choix de matériaux. D'accord. En fait, tout ça, il faut vraiment voir le projet au global. Si on est capable d'aller discuter sur, OK, quel est l'isolant que j'ai envie de mettre, en fait, il y a des sujets stock, il y a des sujets de prix, il y a des sujets de coefficient thermique pour me permettre d'avoir les aides. Et en fait, tout ça, ça change tout le temps. Et donc le but, c'est comment je suis capable l'entrepreneur de se reposer sur quelqu'un comme EMEA, qui a cette vision globale des projets et qui est capable d'accompagner le projet. Vous êtes un facilitateur pour améliorer la qualité de travail des entrepreneurs et pouvoir travailler dans les meilleures conditions aussi. Exactement, on est un facilitateur pour les pros, mais en fait, on est aussi un facilitateur pour les clients. En fait, il n'y a pas de mots pour nous décrire parce qu'on fait beaucoup plus de choses. Il n'y a pas de mots pour décrire EMEA. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Oui. C'est presque votre baseline, ça. On l'a trouvé sur le plateau. Merci Mathieu Burin. Merci beaucoup. Fondateur d'EMEA, vous aurez compris sur ces deux pôles et dont un est évidemment en plein boom. Mais essentiel pour les Français et la planète. Merci à vous. Merci à Kylian qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat, bien sûr. Et merci à notre ami qui accueillait nos invités. Je vous dis à très 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 bientôt. Sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Bye bye.